Bonjour à tous. Moi, mon constat, il a un peu contrasté avec la personne qu'on vient d'entendre, parce que mon métier, c'est justement de financer des entreprises qui veulent faire des choses complètement folles, en sachant pertinemment que les 3/4 d'entre elles n'y arriveront pas. Mais c'est pour celles qui réussissent qu'on le fait. Et s'il y a une chose qu'il faut bien retenir sur l'univers des startups, c'est que ce qui compte, c'est pas le succès, c'est le progrès. Et c'est un peu ça que moi j'aime bien dans l'univers dans lequel on évolue. C'est que même si les entreprises échouent, même si les gens doivent changer de job de manière un peu plus régulière parce qu'ils ne peuvent plus faire carrière pendant 15 ans dans la même startup, et ben le rythme dans lequel ils évoluent est un rythme qui leur permet de gagner en compétences, de gagner en expérience et de devenir meilleurs. Alors quand on a discuté avec Alain du sujet que j'allais aborder aujourd'hui, il m'a dit mais du coup de quoi tu veux parler et est-ce qu'on peut avoir un sujet un petit peu piquant? Donc j'ai l'impression que maintenant on m'appelle que pour piquer. Du coup, je commence à me poser des questions, comme si le fait d'ouvrir sa bouche pour dire des choses qu'on pense, c'était mal. Et puis on a commencé à faire le panorama de toutes les fintechs de France, et on s'est rendu compte qu'il y en avait un nombre, mais complètement ahurissant. En fait, je pense que la fintech, c'est probablement la catégorie la mieux représentée dans l'univers des startups, parce que ce soit en B2C, en B2B, qu'on parle de banque, qu'on parle d'épargne, qu'on parle de change, qu'on parle de paiement, de compta, de paie, vous avez au moins 1, 2, 3, voire 4 startups dans chacune de ces verticales, et c'est absolument magnifique. Maintenant, la question qu'on se pose quand on est dans le rôle d'un investisseur, donc moi je m'occupe d'une partie des investissements de Xavier Niel, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Parce que c'est cool, on a plein de startups, mais qu'est-ce qui manque? Et alors j'ai regardé un peu les échanges qu'on a eus avec les entrepreneurs ces dernières années, les investisseurs qui les ont financés, et ce qui est revenu à chaque fois. Alors la première chose, c'est qu'en France, on a de plus en plus d'investisseurs internationaux qui arrivent, et ces gens-là, par quoi ils sont intéressés? Par l'ambition et par financer des boîtes dont les tailles vont devenir immenses. On parle des boîtes qui vont valoir des milliards. Vous avez des gens comme DST, comme Accel, comme Index, comme Edosofia, comme Thrive. Et puis vous avez évidemment les francophones, qui sont les Euraseo Invest, Partech, etc. Et en fait, je me suis souvenu de certains meetings, notamment avec George Tech, qui est une société qu'on n'a pas financée pour une fois et qui fait de la comptabilité pour les indépendants, et pour Payfit. Ce qui était revenu dans le cadre de George Tech, quand il était venu me voir, il m'avait montré tout son deck, et il y avait une slide qu'il n'y avait pas. C'était la slide de l'international. Et je lui ai dit, mais elle est où ta slide internationale? Il me dit, mais Jean, tu n'as pas idée de ce que tu me dis. Le marché francophone n'a rien à voir avec les autres marchés. Ça n'a pas de sens aujourd'hui de mettre une slide internationale. On débute. Et alors c'est vrai, il débute. C'est vrai qu'il ne peut pas aller à l'international tout de suite. C'est vrai que ça va prendre du temps. Mais en même temps, ce que les investisseurs ont besoin de voir, c'est que vous avez déjà prévu de vous intéresser et d'aller à l'international. Et donc, je sais que dans les decks qu'il a fait passer, qui ont suivi, dans lesquels il présentait son entreprise, il avait pris le temps de parler du marché de l'Allemagne. Et ça, c'était important, parce que c'était un facteur différenciant pour les fonds. Ça démontrait que vous ne vouliez pas juste vous cantonner à un marché local, aussi grand soit-il, et je ne critique pas, mais que vous aviez déjà l'ambition d'aller plus loin. Et chez Payfit, au moment du premier tour de financement qu'on avait fait avec First, je me rappelle qu'on avait essayé de faire rentrer Accel au capital. Et parmi les remarques de Philippe Botteri, qui est maintenant investisseur et au bord de Payfit, il y avait l'accès à l'international. Et la raison pour laquelle Payfit est très rapidement allé à l'international, donc que ce soit en Allemagne, en Espagne, au UK, en plus de la France, c'est pas seulement pour dire « Ah, on va à l'international, on va être énorme, ça va être génial ». C'était aussi pour insuffler une culture de diversité et pour commencer à tout de suite poser les jalons pour être prêt à aller loin. Et donc, se pose la question de comment est-ce qu'on pose ces fameux jalons pour aller loin. Et moi, j'aime bien prendre cette image de... et alors, c'est pas très mix, c'est pas très diversifiant à faire comme s'il y avait autant d'hommes que de femmes dans ce sport, mais moi, j'aime bien l'image de la Formule 1. Okay, j'aime bien l'image de la Formule 1 parce que dans la Formule 1, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une écurie avec une équipe, et une équipe soudée, qui fonctionne, qui a des compétences variées. Et quand vous avez quelqu'un qui échoue, ça a des répercussions énormes sur l'écurie. Il faut du cash. Et il faut du cash, parce que si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas recruter ces gens-là.
Et donc, on dit souvent qu'une boîte, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de capacity et de capability. La capacity, c'est le cash, et la capability, c'est les gens, quoi. Et c'est leur capacité et c'est leur capacité justement à faire grandir la boîte. Donc, il y a besoin de ça. Donc, l'équipe, le cash, et puis le pilote. Et si le pilote, il n'a pas envie de gagner, mais on n'y arrivera pas. Et alors, c'est horrible parce qu'un bon pilote dans une mauvaise voiture ne gagnera jamais. C'est impossible. Et une bonne voiture qui n'a pas le pilote qui est capable de la maîtriser, il gagnera jamais non plus. Et c'est ça qui est super difficile dans les startups, c'est ça qui est super difficile dans les fintechs, c'est que vous débarquez dans un environnement qui de toute manière n'attend que vous. Parce que moi, ça me fait marrer la dernière fois, je ne sais plus qui me dit est-ce que tu as vu l'interview des gens chez Andreessen Horowitz, donc un gros fonds américain de la vallée, qui disent toutes les startups seront des fintechs. Et alors, bon, évidemment, c'est juste jeter un pavé pour que les gens réagissent dessus, mais ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est la raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce que les fintechs, en fait, toute boîte qui à un moment donné touche à un chiffre est une fintech. Et les chiffres, ils sont partout. Ils sont dans votre fiche de paye, ils sont dans votre compta, ils sont dans votre data analytics, ils sont quand vous faites des paiements, ils sont à tous les échelons. Et nous, tous les ans, chez Kima, on doit financer, mais je ne sais pas, au moins une dizaine ou une quinzaine de fintechs différentes. Et tous les ans, on se dit bon, bah, c'est bon, c'est fini, là, il n'y en aura plus. Et tous les ans, ça repart. Et tous les ans, il y en a de nouvelles, soit qui viennent disrupter des secteurs qui n'ont pas été encore changés, soit qui viennent verticaliser un pan qu'on pensait en fait être une feature ou une fonctionnalité de quelque chose de plus grand. Et en fait, il y en a plein. Alors le piège pour les entrepreneurs aussi, c'est que du coup, ils se retrouvent face à des investisseurs qui confondent tout. J'étais avec un entrepreneur hier au téléphone, le pauvre, il est au UK, il est francophone, il monte sa boîte, et il me dit j'en peux plus, Jean. Je parle aux gens, ils me disent mais t'es pas concurrent avec Upflow, avec Spendesk, avec QuickBook, avec Penny Lane, avec plein de fintech qui existent. Et en fait, à chaque investisseur, il cite une fintech différente. Et donc la difficulté pour ces boîtes-là, pour ces fintech, c'est pas juste d'exister avec une super écurie, avec du cash, avec un CEO qui a faim et qui veut gagner, c'est aussi trouver chez elle ce qui fait la différence. Ce twist, cette singularité. Et cette singularité, elle est importante parce que c'est ça qui fera la différence entre 3 gagnants dans une même salle, entre sa personne qui gagne et les 2 qui ne gagneront pas. C'est la capacité à y voir clair, à raconter l'histoire, à aller chercher les talents, à créer une culture unique et en fait à faire ce bruit-là. Si vous voyez des boîtes comme Conto, si vous voyez des boîtes comme Alan, si vous voyez des boîtes comme Payfit, au-delà d'avoir réussi à exécuter, à recruter, etc., l'un de leurs grands talents, c'est un talent d'attractivité et un talent d'awareness. Et donc ce truc-là est important. Ce n'est pas juste suffisant d'être bon, il faut être bon avec un twist, avec une singularité, quelque chose de différent. Et donc, je vais terminer là-dessus parce que c'est une phrase, malheureusement, que je répète souvent, mais que j'aime beaucoup. Et c'est un exemple qui m'avait marqué. Mon fils fait de l'escrime. Donc l'escrime, vous savez, c'est un sport individuel. Et donc, généralement, les concours d'escrime sont assez longs. Hein. Ça dure 4-5 heures. Vous débarquez dans un gymnase, il est 14 heures. Vous sortez de là, il est 19 heures. On est dimanche, même s'il pleut. C'est long, 5 heures dans un gymnase. Donc, du coup, je débarque avec mon fils dans le gymnase. Il met son équipement, il arrive. Et là, j'entends un parent dire à son enfant, « Tu sais, chérie, c'est pas grave. L'important, c'est participer. Hein. » Alors, je regarde mon fils qui écoutait ça d'une oreille attentive. Et je lui dis, Louis, surtout, n'écoute pas ce que la personne là vient de dire à son enfant. Et il me dit, ah bon, papa, mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Et je voyais le parent interloqué en mode, qu'est-ce qu'il va raconter comme connerie à son fils ? Et moi, je ne voulais pas lui dire que l'important, c'est de participer. Parce que bien sûr, c'est important de participer. Mais pourquoi tu vas te pointer dans un gymnase pendant 5 heures pour participer si tu ne vas pas essayer de gagner ? Et donc, c'est ça le truc qui est important. Moi, je comprends qu'on termine 2e, 3e, 10e, 50e, qu'on a envie de créer une licorne et qu'on se retrouve avec une PME, qu'on démarre avec de grandes ambitions et que malheureusement, on n'arrive pas à y arriver. Mais à un moment donné, et c'est pour ça que j'insiste sur l'international, sur la culture, sur le financement et sur cette équipe de Formule 1, si vous débarquez dans un concours et que vous avez décidé de participer, si vous participez, c'est au moins pour essayer de gagner. Merci.